Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. À la veille de la triste date du 24 février, début de la guerre en Ukraine il y a maintenant 2 ans, nous avons voulu consacrer ce Grand JT à ceux qui vivent cet exil et qui permettent aux enfants réfugiés de trouver un lien via la scolarisation. Après 2 ans de guerre, quelle est la continuité pédagogique pour les jeunes Ukrainiens? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Comprendre la vie d'un enfant au Moyen-Âge, c'est l'idée de Quand j'étais petite au Moyen-Âge. Un livre passionnant, une collection même. On reçoit son illustrateur dans la seconde partie de cette émission. Enfin, comme chaque vendredi, ce sera l'agenda de la semaine avec Loïc Landreau. Alors, au menu ce week-end, l'ouverture du Salon de l'Agriculture, bien sûr, la fameuse fête des citrons à Menton et aussi un biopic sur Madame de Sévigné. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Les coupes budgétaires dans l'éducation nationale, ce sont sur toutes les lèvres évidemment depuis ce matin avec des réactions unanimes. C'est la déception, l'indignation et la colère qui dominent après l'annonce hier de 692 millions d'euros d'économies sur le budget de l'éducation nationale. Alors concrètement, ces coupes vont principalement se matérialiser sur le recrutement des enseignants dans le public et le privé, mais aussi dans le financement de postes d'AED et d'AESH. Le choc des savoirs, lui, sera bel et bien financé et mis en place. Hier sur France Info, la secrétaire générale du SNES FSU, Sophie Vénétité, a réagi. Elle a exprimé la lassitude et une énième désillusion du monde éducatif. C'est un signal qui est terrible pour une éducation nationale qui manque de tout. On est au bord du précipice, on est en train de couler et finalement le gouvernement accélère le sabordage du bateau éducation nationale. On sent qu'il y a un petit vent de panique parce qu'ils nous disent aussi on va voir quels ajustements peuvent être faits. Si les postes ne sont pas touchés, on peut penser par exemple que ça sera des difficultés peut-être pour recruter des contractuels ou des AESH. Très concrètement, ça veut dire que les remplacements seront toujours aussi compliqués, qu'il n'y aura peut-être pas un professeur devant chaque classe à la rentrée, comme on l'a vu ces dernières années. Donc au final, on se trouve quand même face à une décision qui est plus que symbolique. Il y a le symbole, bien évidemment, de retirer 700 millions d'euros à l'éducation nationale, mais il y a aussi la réalité, c'est que l'éducation nationale est finalement sacrifiée sur l'autel de la rigueur budgétaire. C'est quand même un très mauvais signe que le budget de l'éducation nationale ne soit pas sanctuarisé. Voilà pour la secrétaire générale du SNES FSU, Sophie Vénétité. Et ce matin, c'est Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, qui était en visite dans une école de Mulhouse et elle a été interrogée sur ces fameuses coupes budgétaires. Alors d'abord, elle a assisté à un cours de mathématiques en classe dédoublée avec la fameuse méthode Singapour. Puis elle a échangé avec les équipes sur la formation continue des enseignants. Mais effectivement, c'est sur l'austérité qu'elle a dû justifier la position du gouvernement et surtout rassurer. Nicole Belloubet, formelle, il n'y aura pas de suppression d'emplois dans l'éducation nationale. Je la cite, « Ces annulations de crédits portent sur des crédits mis de côté, mis en réserve que nous utilisons en cours d'année. Si nous devons faire face à des chocs particuliers ou exceptionnels, ce sont ces crédits-là qui sont gelés. » Voilà. Et au passage, le cabinet de la ministre a également confirmé l'annulation de la baisse du nombre d'enseignants annoncée fin décembre par Gabriel Attal, dans le cadre donc de la mise en place du choc des savoirs. Une situation néanmoins inquiétante dans un contexte où les signalements d'incidents graves dans les établissements scolaires sont en hausse, Loïc. Un rapport de l'Éducation nationale révèle que les chefs d'établissement du second degré, dans le public comme dans le privé, ont déclaré en moyenne 13,7 incidents graves pour 1000 élèves en 2022-2023. Un chiffre en hausse d'1,4 point par rapport à l'année précédente, qui s'explique donc par une multiplication de ces incidents dans les collèges, puisque dans les lycées, le chiffre est plutôt stable. On parle là d'altercations, de bagarres, d'insultes, d'agressions qui sont le fait d'élèves pour les 2 tiers des cas. Pour un autre tiers, ce sont les parents qui font preuve d'agressivité, qu'elle soit verbale ou physique, en face à face ou sur Internet. Enfin, autre chiffre mis en avant par ce rapport, 8% de l'ensemble des incidents graves commis dans les collèges et les lycées sont motivés par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou l'homophobie.
Tout autre sujet, mais tout aussi important, vaste coup de filet dans le Loiret pour tout un réseau pédocriminel complètement démantelé. Plus de 120 victimes identifiées, dont 22 enfants et adolescents français, 930 000 fichiers pédopornographiques retrouvés et 6 personnes interpellées et placées en détention. Après 1 an et demi d'enquête, les gendarmes de la section de recherche d'Orléans ont arrêté des hommes de 36 à 61 ans qui ne faisaient pas que repartager des fichiers déjà existants, mais qui en avaient eux-mêmes créé avec des enfants allant de 3 à 15 ans, soit donc de leur entourage, soit des prostituées mineures. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 500 000 € d'amende. On termine en Haute-Garonne où des images à caractère sexuel ont été projetées dans le cadre d'un spectacle scolaire. Les faits se sont produits à l'Union, c'est près de Toulouse. Des hommes et des femmes masqués dans des positions lascives ont été projetés pendant un spectacle pour enfants. Et c'est une représentation qui est proposée par le conseil départemental en lien avec l'éducation nationale dans le cadre du parcours laïque et citoyen. Ce spectacle s'appelle « Le monde au bout des pieds » et il dénonce les dérives commerciales dans l'univers du football. Il durait 1h30. Les enfants sont montés sur scène une petite dizaine de minutes et c'est là qu'il y a effectivement des images à caractère sexuel qui ont été projetées sur l'écran principal. Les parents ont été choqués. L'institutrice a assuré n'avoir pas été informée. Et le conseil départemental a donc décidé de suspendre les prochaines représentations en attendant une évaluation de ce spectacle qui est régulièrement proposé dans les écoles de la région. Merci beaucoup Loïc. 2 ans de guerre en Ukraine demain. Plusieurs millions d'Ukrainiens condamnés à quitter leur foyer depuis le début de la guerre. Parmi eux, eh bien, des milliers d'enfants doivent retrouver un lien dans leur pays d'accueil. Un lien qui passe souvent par l'école pour retrouver un semblant de quotidien. Alors comment assurer justement cette continuité pédagogique des jeunes Ukrainiens en exil? On en parle avec nos 2 invités. Bonjour Oksana Menilchuk. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, réfugiée avec votre fille à Paris. Quand est-ce que vous êtes arrivée ici précisément? On est arrivé le 8 mars, on a traversé la frontière. Le 8 mars, on a passé 2 jours de route de la frontière. 2022, oui. 2 jours, on a passé un voyage jusqu'à Orléans. On a été accueillis d'abord par les artistes d'Orléans. Le théâtre de Tête Noire, je précise, Patrice Duché et Jacques Courtès, un comédien. Et après, on a passé 1 semaine là-bas et après, on est arrivé à Paris. Donc, vous avez pris beaucoup d'affaires. Comment ça s'est passé le départ? Parce que j'imagine que c'est extrêmement confusant. La guerre arrive. On ne sait pas. La guerre arrive, tout le monde en parle que la guerre arrive, mais nous, on ne croit pas. J'ai fêté l'anniversaire de ma fille juste à la veille, comme hier, et tout le monde m'appelle de France en disant « Oksana, il paraît qu'il se passe quelque chose, mais il faut faire gaffe. » Et c'est moi qui calme tout le monde. Et je dis « mais non, écoutez, on est allé à l'opéra, on a passé une soirée sympa, mais tout est calme et tout. » Le lendemain matin, c'est mon père qui m'est réveillé en disant « il arrive. » Je dis « qui arrive ?» J'étais tellement hors de la réalité et en fait, c'est la guerre qui est arrivée. Donc, on a pris notre 2 sacs à dos, juste avec les papiers et les brosses à dents et l'argent, et avec nos 2 chats. Et on est descendu et on n'a plus revenir depuis 2 ans. Quand vous prenez vos passeports, les 2 chats dont vous parlez, vos sacs à dos, c'est-à-dire le strict minimum, oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, je suis dans l'urgence, je pars 2 semaines et de toute façon, je vais revenir très vite. Ou vous savez intimement au fond de vous que ça va durer? Vous savez, on est parti à la campagne au départ. On est parti à la campagne chez nous, dans notre maison de la campagne. Donc, on a pris tout ce qu'il y avait nécessaire parce qu'on a été informé par les médias qu'est-ce qu'il faut prendre, quoi il faut avoir dans son petit sac à dos. Et il faut être léger surtout pour pouvoir courir s'il faut. Il ne faut pas prendre l'ascenseur pour descendre au 8e étage. Donc, il fallait être au maximum léger. Et on est parti à la dacha, la maison dans laquelle on a eu tout ce qu'il fallait. Ouais. Mais comme les attaques aériens, les missiles commençaient à rattraper un peu partout. On a passé quand même 1 semaine à la campagne, dans le cave. Toutes les nuits dans le cave. Et c'est à partir du moment quand les enfants, parce qu'on a été avec une autre famille, avec les enfants, tout petits enfants. Ma fille, elle a 15 ans, mais nous avons eu avec nous un garçon de 15 ans et une fille de 4 ans. Et passer les nuits dans les caves avec les enfants comme ça, ça devient très, très stressant. Et au moment quand on a annoncé que la station nucléaire était prise aux Zaporizhia, là, ça nous fait vraiment très, très peur. Et on est parti dans les Carpates.
plus proche vers la frontière. Et c'est là-bas que j'ai eu une petite SMS de la part des amis français en disant « Nous envoyons une aide humanitaire à la frontière, est-ce que tu veux qu'on te récupère ?» Et en fait, après, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de villes, des petites villes de France, et pas seulement de France, de l'Europe, qui envoyaient comme ça l'aide humanitaire à la frontière, et au retour, ils ont récupéré les gens qui étaient à la frontière. Comment a réagi votre fille dès le départ, quand vous lui avez dit que vous vouliez quitter l'Ukraine ? Vous savez, les adolescents, je pense qu'ils ont vécu plus dur que les petits-enfants. Parce que les petits-enfants, ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passe et on n'a pas dit forcément aux petits-enfants que c'est la guerre. Donc on dit qu'il faut partir très vite, on a inventé un peu les histoires pour ne pas les stresser, mais les ados, tu ne peux rien cacher, ils sont tous dans les réseaux sociaux et la vie s'écroule pour eux. Ils quittent leur école, ils quittent leur cercle habitué. Je peux vous dire que dans le premier temps, tu es dans le stress, donc tu te dis, bon, il ne faut pas paniquer, il faut faire bien les choses, il faut rester tranquille. Les ados, ils te suivent. C'est les adultes qui doivent garder une attention et être calmes. Parce que dès que tu commences à énerver ou paniquer en petit moment, ça y est, les ados, ils partent dans tous ces états que peuvent partir les adolescents. Mais c'est seulement en France, quand on est arrivé dans la tranquillité et quand on a écouté les premiers avions, et dès que tu entends le bruit de l'avion, ça te fait peur, ça te fait tout de suite un geste habitué. Et puis, il y avait les sirènes de mercredi. Il fallait écrire dans la communauté ukrainienne qui était là, n'ayez pas peur, c'est pas la guerre qui arrive ici. Le premier du mois. Ouais. Donc les adolescents, c'était encore plus fort. Et au bout d'un mois ou de 2 mois, on a dû faire appel aux psychologues parce qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont été en apathie totale. Ils voulaient rien faire. Mais c'est l'école française qui nous a sauvés. Alors comment s'est passé justement votre vraie priorité, si je puis dire, c'était évidemment le bien-être de votre fille, votre sécurité à toutes les deux, mais j'imagine aussi la scolarité de votre fille. Vous savez, on n'a pas pensé à l'école. C'est pas nous qui avons pensé à l'école, c'est les autorités françaises qui ont tout organisé et c'était comme si c'était un ordre. Il faut scolariser les enfants ukrainiens. Ils ont tous été mis à l'école de distance en Ukraine. Ils ont continué à suivre leurs cours en distance à l'école ukrainienne, mais il fallait les occuper parce que quand ils restaient toute la maison, confrontés à leur téléphone, les réseaux sociaux et en étant de l'actualité, voilà. qu'ils voyaient les news le permanentes. fait qu'on a été vraiment forcés à aller à l'école française, c'était l'obligation. On a eu même les assistants écoliers qui nous appelaient en disant vous avez votre rendez-vous avec votre conseiller pédagogique qui devait décider en quelle classe on peut attribuer un tel ou tel élève. Donc on a été vraiment pris en charge et ça c'était très soulageant pour les parents parce que quand tu es dans la situation, quand tu es avec ton petit sac et ton passeport et tu n'as rien. C'est vrai que quand il y a les amis qui t'aident pour ton train quotidien, mais après il y a l'État qui vient t'aider et qui t'accompagne pour s'occuper de ton enfant. Et la scolarisation, c'était une goutte de l'air frais parce que c'était les nouveaux amis, les enfants qui étaient super attentifs, les enfants français. Accueillis à bras ouverts, votre fille ? Oui. Ouais. Tout le monde était, vous savez, on a été c'était avec les armes aux yeux. Ils ont écrit même en ukrainien les petites lettres en disant soyez le bienvenu, on veut la paix pour toi, on veut que la guerre s'arrête et tout ça en ukrainien. Vous imaginez, ils ont pris le temps pour écrire à la main les lettres ukrainiennes pour saluer les enfants ukrainiens qui arrivent dans la classe. C'était très touchant et c'était très soulageant pour nos enfants. Comment s'appelle votre fille ? Maya. Comment Maya a perçu la scolarité en France, le rapport avec les professeurs, le rapport aussi avec l'apprentissage ? Ils ont été très curieux parce que c'est complètement différent de tout ce qui se passe à l'école ukrainienne, mais ils ont adoré parce qu'ils trouvent que l'école française, elle est très libre. Par rapport à l'Ukraine ? Oui, parce que l'école ukrainienne, c'est aux ordres tout le temps. Le professeur, elle est très, très strict. Et ce qu'ils ont apprécié beaucoup, c'est que les professeurs disent vous aux écoliers et qu'ils les traitent comme l'être égaux. C'est pas comme dans l'armée, comme dit ma fille. C'est plutôt égaux à l'égaux et avec beaucoup de respect. Et puis, ils ont trouvé que les manuels, ils sont formidables. C'est très intéressant. C'est très curieux, avec les belles photos, belles images. Mais ils ne parlaient pas français. Heureusement, les écoliers parlaient anglais.
Et je voudrais remercier aussi les professeurs parce qu'ils ont fait les efforts énormes. Ils ont traduit en ukrainien les devoirs pour que les enfants ukrainiens puissent passer les tests. Vous imaginez? Non, mais pour nous, c'était quelque chose absolument comme un cadeau du ciel. Ce cadeau du ciel dont vous parlez, c'est à la fois effectivement les enseignants, les conseillers pédagogiques et puis tous ceux qui étaient autour, à savoir les familles aussi, j'imagine, qui étaient à côté et qui accueillaient, à l'instar de Bertrand Delprat qui va nous rejoindre ici par Skype sur le Grand JT. Bertrand, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Ravi de vous avoir avec nous sur le Grand JT. Je vous présente Oksana Menilchuk qui est avec nous et qui est donc réfugiée ukrainienne avec sa fille ici en France depuis 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Bertrand, merci d'être là. Vous êtes gérant de l'entreprise Kalidris qui salarie des réfugiés ukrainiens. Lorsque la guerre éclate, vous ressentez tout de suite le besoin d'aider. Vous avez une proximité, si je puis dire, avec l'Ukraine ou du moins les pays de l'Est? Oui, j'ai vécu la chute du mur de Berlin comme un événement fondateur de mes engagements politiques quand j'étais en 3e et quand la guerre éclate. Avec mon associé, on décide que de toute façon, on ne peut pas rester passif face à ces événements et donc tout d'abord, on soutient des ONG internationales. Et puis rapidement, avec nos salariés, on s'aperçoit qu'on a des bureaux qui sont inoccupés et qu'on peut garder inoccupés pendant un temps relativement long. Et donc, voilà, on décide de permettre à des déplacés d'Ukraine d'habiter à la montagne, à côté de Nantes. Et puis, c'est comme ça qu'à la mi-avril 2022, 2 familles arrivent. Et puis 3, et puis 4. Et puis, comme la guerre est longue, ça s'annonce longue même en 2022. L'idée qu'on a tout de suite, c'est d'essayer d'accueillir des gens qu'on pourra faire travailler et qui sont dans notre secteur d'activité, donc l'environnement, l'écologie. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a 4 salariés ukrainiens à Nantes. Ça se passe bien. Vous avez tout de suite eu envie en tout cas chercher à aider à la fois les parents comme les enfants. C'est une vraie chaîne de solidarité, si je puis dire, qui s'est créée autour de votre entreprise, Kalidris, mais aussi sur la ville, la région. Oui, alors à Nantes, on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est assez dense. Et puis les associations qui accueillent les réfugiés, tout d'abord avec la ville de Nantes, et puis tout un tas d'associations qui sont créées, le centre culturel franco-ukrainien Toloka, qui dispense des cours d'ukrainien pour les Français, l'association Volia qu'on soutient avec notre entreprise et qui a mis en place une école ukrainienne. Parce que rapidement, tout le monde s'est aperçu qu'il y a des enfants qui apprenaient à lire et à écrire en français, et pourtant leur vie est en Ukraine, la vie de leurs parents est en Ukraine, et donc un jour il faudra qu'ils parlent ukrainien, il faudra qu'ils écrivent ukrainien dans une vie professionnelle, et puis qu'ils transmettent la culture ukrainienne à leurs enfants, culture qui est très riche, et donc voilà, avec cette association Volia à Nantes, toutes les semaines, il y a une 50aine d'enfants qui viennent suivre des cours de langue, cours de géographie, d'histoire, d'art, de culture ukrainienne. C'est important ce que dit Bertrand Delprat, effectivement, de maintenir cette culture ukrainienne et finalement de grandir comme on le ferait ici en France lorsqu'on arrive effectivement 2 ans avant, entre par exemple la 5e et la 3e. Il y a énormément de choses qu'on apprend, énormément évidemment d'apprentissage qui est différent, ne serait-ce que pour sa propre langue maternelle, mais aussi pour l'histoire, pour tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir maintenir aussi le lien avec l'Ukraine pour tous les enfants qui sont ici. Oui, comme je vous dis, la plupart ils sont en l'école ukrainienne en distance. Et ça nous aide aussi beaucoup parce que notre école est là 1 année en avance par rapport de l'école française. Donc, quand tu es avec ton âge, tu es dans certaines classes à l'école française et ça correspond à une classe suivante à l'école ukrainienne. Donc,
tu apprends en France ce que tu as déjà appris à l'école ukrainienne et ce qui facilitait beaucoup aussi les choses pour les écoliers ukrainiens ici dans l'école française. Mais c'est vrai que et moi je veille aussi sur le fait de bien lire et bien écrire en ukrainien, ne pas oublier l'histoire et tout. Mais vous savez, cette liaison entre les deux, c'est vachement enrichissant. Je pense que ce sont les enfants qui vont être très riches parce qu'ils vont avoir leur propre culture, plus la culture française, européenne aussi, et ça apporte beaucoup. Et je voudrais aussi signaler qu'il y a un système en France qui aide beaucoup aux étrangers. C'est quand vous arrivez à l'école française, il y a une classe spéciale pour les étrangers, et pendant que les écoliers français étudient leur littérature et langue française approfondir, les étrangers, ils apprennent le français comme langue étrangère. Et ils sont comme les petits poussins à côté de son professeur de français comme langue étrangère et qui vraiment s'occupe et qui veille aussi que les élèves ukrainiens suivent bien les cours de philosophie, de l'histoire. Il est toujours à côté pour les aider. Par exemple, ma fille, elle adore la philosophie. Elle a choisi ça comme la spécialisation dans son première année de lycée. Et la professeure dit, Maya, tu es brillant en philosophie quand tu parles, mais quand tu écris, c'est une catastrophe. Donc il faut choisir quelque chose d'autre pour le bac. Une sorte, et on pourrait évidemment très bien le comprendre, de retard aussi à l'écrit, en fait, en maîtrisant du coup, maîtriser deux langues, voire même 3, puisqu'elle devait apprendre une autre langue aussi, j'imagine, en Ukraine. Voilà, l'anglais. Donc, anglais, c'était une langue du passage entre l'ukrainien et le français. D'abord, quand tous les enfants ukrainiens sont arrivés, ils parlaient anglais, tous. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait français, mais ça les aidait à s'intégrer dans les classes. Mais les profs étaient contents, ils disaient « Ah, au moins les enfants au français, ils vont apprendre, il faut pratiquer leur anglais. » Mais c'est vrai que maintenant, les enfants, ça s'apprend vite. Mais pour écrire et pour passer le bac, ça c'est un défi. Mais on ne cherche pas les voies simples, on va bien affronter ce défi. Un vrai défi, effectivement, vous en parliez, Bertrand Delprat, autour de vous, ce sont des écoles en fait, consacrées aux réfugiés ukrainiens qui ont été ouvertes, c'est bien cela, des classes ? Oui, tout à fait, c'est l'école Kalina Nantes. Et donc, c'est une école qui est animée par des intervenantes ukrainiennes qui sont déplacées en France et qui sont issues du corps enseignant. Il y a notamment Marina qui travaille chez nous, qui est ancienne directrice d'école et institutrice. Il y a Ania qui était professeure en droit constitutionnel et qui travaille donc à Calidris et qui toutes les semaines est volontaire, donne des cours sur l'art en Ukraine pour les enfants. Et ça leur permet de maintenir leur culture et c'est vraiment crucial parce que dans l'œuvre destructrice de Vladimir Poutine, il y a la destruction, la prise de pouvoir, la tentative de prise de pouvoir physique sur l'Ukraine, mais il y a également la destruction de la culture ukrainienne. Ce qu'on a constaté dans toute la Russie, qui est le premier outil de pouvoir des dictatures, qui est l'acculturation des populations. Une fois qu'on n'a plus ses racines, on perd ce qu'il y a de plus précieux. Et les minorités ukrainiennes qui étaient dans le sud-est de la Pologne, dans les Carpates, dans les Bieszczady, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été complètement déplacées, déportés vers le nord-ouest de la Pologne et tous les villages, toutes les marques de leur présence ont été brûlées pour les rayer de la carte. Et ces gens n'ont jamais retrouvé leur région d'origine. Et c'est ce que Vladimir Poutine essaye de recréer, de refaire aujourd'hui à une échelle large. Vous pointez du doigt quelque chose de très important aussi, pardon Bertrand, mais vous pointez du doigt quelque chose de très important qui est effectivement les cours d'histoire qui sont dispensés en France. Alors évidemment, on ne parle pas que des pays de l'Est et de l'Ukraine et de la guerre avec la Russie, mais évidemment, j'imagine que c'est abordé aussi, et notamment dans cette situation-là. Est-ce que Maya a eu l'occasion de pouvoir travailler l'histoire aussi depuis 2 ans et sur ce sujet précisément avec les professeurs? L'histoire de l'Ukraine ou l'histoire de la guerre en Ukraine et de rapport avec la Russie. Il parle, vous avez beaucoup traité, mais on va y venir dans quelques instants. Oui. Dans la classe, il a raconté la guerre et bien sûr, il a fait les petits exposés pour expliquer tant qu'il pouvait exposer à son français, parce que c'est seulement cette année-là qu'il commence vraiment à parler bien français. Avant, c'était entre l'anglais et le français. Vous savez, on essaie d'épargner maintenant les enfants ukrainiens
de tout ce qui est l'actualité d'aujourd'hui. Par exemple, moi, en étant dans les actualités, dans la communication tout le temps pour mon travail, je demande Maya de ne pas regarder les actualités. Parce que chaque fois, quand les adolescents regardent ça, ils se mettent tout de suite à la place. Déjà, ils sont une sens, ça touche tous les réfugiés ukrainiens aujourd'hui. On a un sens de culpabilité, que nous sommes ici à l'abri, tandis que le reste des Ukrainiens sont là-bas sur place. Et mais vous avez peur de la désinformation aussi? C'est pas la désinformation, c'est les atrocités. Parce que, vous savez, cette guerre, c'est une grande révélation à quoi capable l'être humain par rapport à l'atrocité qu'il commise. Et les adolescents, ils vivent très mal ça. Dès que Boutcha et Irpin, on a très mal vécu, parce que, mais, bien sûr, les adultes l'ont mal vécu, mais les adolescents, ils découvrent la vie comme ça. Avant, ils voyaient quelque chose de terrible dans les films, mais c'est incomparable. Mais c'était important aussi que les professeurs d'histoire recadrent pour aussi les Français, les étudiants français qui accueillent justement des étudiants ukrainiens, qui puissent comprendre aussi l'histoire, les faits historiques, les liens. Vous savez, pour l'instant, je n'ai pas vu qu'il y a cette démarche, mais par contre, moi, je suis invitée en tant que présentatrice pour parler de l'histoire de l'Ukraine et de tout ce qui se passe. Je parle souvent aux écoliers les sources de la résistance et la résilience ukrainienne. Et quand je suis invitée au lycée, les professeurs, ils sont ravis que je raconte ce que je présente. Et on est maintenant en contact avec eux tous parce qu'ils voulaient mettre quelque chose dans le programme pour parler de la guerre. Comment parler de la guerre? Parce que je ne parle pas de l'atrocité, je parle plutôt du courage ukrainien et d'où vient cette source. Et les professeurs d'histoire, ils trouvent que c'est super intéressant parce que c'est une manière aussi d'éduquer les écoliers français. Si on creuse dans les sources et dans l'histoire de la France, on peut aussi éduquer certains courages, un patriotisme auprès des écoliers, parce que j'ai entendu parler beaucoup du fait que les jeunes, les ados, ils ne s'intéressent pas du tout à l'histoire. Ils ne s'intéressent pas de l'actualité. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais bon, je pense que ça dépend. Chaque cas est très particulier. Oui. Mais au contraire, ils sont assez au fait. Bertrand Delprat, vous disiez ce matin sur France Inter, depuis 2 ans, c'est un orage émotionnel assez terrible. On vit les bons moments à fond et quand les nouvelles du front sont moins bonnes, ce qui est fréquent, quand les gens ont des coups durs, on les vit aussi. C'est ça votre quotidien? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les nouvelles sont quand même globalement plutôt mauvaises. Un jour, ce sont des amis qui sont mobilisés. Un jour, c'est quelqu'un qui apprend que sa maison est réquisitionnée par les Russes. Et puis, tout le monde et moi-même, je suis les alertes aériennes à Lviv, où maintenant j'ai quand même pas mal d'amis. Et les alertes sont là tous les jours et c'est clair que, comme disait Oksana, il y a un sentiment d'impuissance et de culpabilité de voir que nous, en France, on a la chance d'être dans un pays tranquille, un pays où on mange bien, un pays assez paradisiaque quand vous parlez avec les Ukrainiens. Et puis de savoir qu'à une journée et demie de route de Nantes, eh bien, vous avez des enfants qui passent l'après-midi dans une cave parce qu'il y a une alerte aérienne. Ils sont réveillés en pleine nuit par les sirènes, 1 jour, 2 jours, toutes les semaines, parce que Vladimir Poutine envoie des drones, envoie des missiles. Donc, oui, on partage des joies parce que c'est l'anniversaire d'Anastasia dans quelques jours, parce que après Anastasia c'est Oulana et puis ensuite c'est Paulina, Zlata. Et puis c'est le lien que vous avez créé, Bertrand, c'est le lien que vous avez tous créé ensemble aussi pour accueillir les Ukrainiens. J'imagine, Oksana, vous êtes très touchée quand on entend le témoignage de Bertrand et quand on voit ce qui se passe, on appelle ça la montagne, qui recense environ 6000 ressortissants ukrainiens à côté de... Je dois corriger, il y a eu une erreur ce matin sur France Inter. Il y a 6000 habitants.
Mais il n'y a pas 6000 Ukrainiens. C'est une leçon d'information. J'ai repris bêtement ce que disait France Inter, voilà. Eh bien, donc, mais merci d'avoir corrigé. Mais enfin, ça n'empêche que la solidarité est là. Vous le ressentez à ce point de voir ces Français qui sont avec vous au quotidien et qui vous aident. Quand je disais, vous parliez des conférences que vous donniez et de l'importance de pouvoir parler aussi de ce qui se passe en Ukraine. J'aimerais quand même rappeler que vous êtes diplômé de l'université de Paris 7 pour laquelle vous avez rédigé en 2000 une thèse pour votre DEA qui s'intitulait « La domination russe et la résistance ukrainienne ». À l'époque, ce sujet était même mal passé auprès de certains profs qui avaient assez mal réagi finalement au sujet choisi. Oui, parce que dès que tu parles de ce sujet-là à l'époque, on m'a traité tout de suite nationaliste. Voilà, dès que tu parles de l'Ukraine, tu es nationaliste. Et ça, il fallait vraiment dépasser ça. Et j'étais accompagnée par les autres professeurs. Miguel Abensour, c'est un grand philosophe politique français, qui m'a aidé, qui m'a introduit. Il m'a expliqué comment il faut parler de l'Ukraine sans que me prenne comme une nationaliste. Mais je voudrais revenir à la question de la solidarité parce que c'est très important. Il y avait 100 000 réfugiés ukrainiens en France. Maintenant, pour le jour d'aujourd'hui, il y a 70 000. Et la plupart de ces réfugiés, ils sont accueillis par les familles françaises. Donc, je voudrais profiter de l'occasion de remercier tous les Français chaleureux qui ont ouvert leurs portes de leur maison. J'ai été aussi accueillie par mes amis qui ne s'occupaient pas seulement de moi, mais aussi des gens que j'ai amenés avec moi, et c'est une solidarité qui nous offre les ailes. Je dis toujours que votre solidarité, ce sont les ailes de notre résilience. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau pour cet échange si important et si touchant. Merci pour vos deux parcours, à la fois le vôtre, Bertrand Delprat, puisque vous continuez cette aventure, puisque vous allez ouvrir peut-être un bureau effectivement en Ukraine pour justement qu'il y ait une suite, que ce ne soit pas éphémère. C'est en cours. Voilà. On a l'immatriculation de notre bureau actif qui est en cours parce que Anastasia, parce que Petro, après la guerre, vont devoir travailler et aujourd'hui ils n'ont plus de travail, donc on y va. Il y a une continuité, c'est exactement ça ce que je voulais dire. Une continuité dans cet effort de solidarité qui est un effort sincère, solidaire et qui est formidable pour vous et pour tous les enfants. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Oksana Melnichuk. Je rappelle que vous êtes donc ukrainienne réfugiée en France avec votre fille depuis maintenant bientôt 2 ans. Et demain, il y a un très grand rassemblement partout en France. Il y a 160 associations qui sont mobilisées pour soutenir l'Ukraine et demain, ce sera une grande manifestation partout en France. 60 villes sont concernées et il y a 89 événements qui sont organisés à ce sujet pour montrer la solidarité avec l'Ukraine. Donc, merci pour tout ça. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve. De retour dans le Grand JT avec Loïc, on est ravis d'accueillir Gilles Bonotto. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes illustrateur et aussi auteur de Quand j'étais petite, au temps du Moyen-Âge, une série absolument géniale aux éditions Saltimbanque. Alors ça, c'est le dernier en date, mais il y a eu aussi Quand j'étais petite pendant la Seconde Guerre mondiale, quand mamie était petite et évidemment quand maman était petite comme moi. Donc en fait dans l'autre sens, si je puis dire, c'est chronologique quelque part. Oui. Mais c'est une chronologie assez géniale. Quand j'ai feuilleté effectivement feuilleté même lu les livres, on appelle ça des livres, des bandes dessinées, des quoi? Ce sont des albums. Des albums, c'est pas une bande dessinée. Dans la non, bande dessinée, des albums. Des cases. Des albums. C'est génial parce qu'en fait, il y a des références systématiques, effectivement, à la fois à l'histoire, et on l'imagine bien avec le titre Quand j'étais petite, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, qui explique beaucoup de choses de la Seconde Guerre mondiale, mais même quand maman était petite comme moi, on retrouve à la fois des moments marquants avec les céréales qui nous ont marqués, les photostations, tous les moments empreints finalement d'une époque. Absolument. Mais ça, c'est
c'était une série qu'on avait initiée il y a longtemps, il y a 20 ans, plus de 20 ans. On avait déjà fait quelque chose d'approchant, en fin de compte, ce qui s'appelait quand maman était petite, quand maman avait mon âge. C'était aux éditions Autrement. Et donc ça avait très bien fonctionné parce qu'en fin de compte, les gens s'étaient retrouvés, en fin de compte. À la fois, on avait commencé par quand papa et quand maman avaient mon âge, puisqu'on l'écrivait ensemble, Hélène et moi. Et c'est une série, en fin de compte, c'était mes propres souvenirs, hein, quand papa avait mon âge. Donc, et ça a beaucoup parlé aux gens de ma génération. Donc, et quand maman, pareil, aussi, ça a parlé aux autres personnes qui étaient jeunes parents, en fin de compte, à cette époque-là. Et 20 ans plus tard, on a repris, et quand Mamie avait très bien marché aussi, parce qu'on avait eu le prix France Télévisions, d'ailleurs, à l'époque. Très bon prix. En 2001, ouais, c'était... Et du coup, ça plaisait beaucoup aux grand-mères, en fin de compte, de l'époque. Alors, et comme donc, maman là, on l'a repris. Voilà, comme maman était petite, et les autres albums, effectivement, de cette collection, hein, écrite par Hélène Lasserre, donc votre femme, et vous-même, Gilles Bonneteau, on voit, par exemple, là, la fameuse cabine téléphonique. Alors, quand on a 10 ans, ça ne nous parle pas, mais nous, ça nous parle encore. Même ça vous parle encore? Rassurez-moi. Bon, ça va. Bien sûr, j'ai ça va. la petite carte. Ça va, ça lui parle. Ça va, on a à peu près le même âge. Oui. Voilà, mais pour ceux... Et c'est vrai qu'on a toujours envie, quand on raconte des histoires aux enfants, de leur dire, mais tu sais, moi, à mon époque, il faut que je te raconte. Absolument, Et ce lien, en fait, transgénérationnel est très important. Voilà, c'est un support. En fin de compte, c'est un support parce qu'en fin de compte, on ne peut pas tout raconter. Nous, pour parler de quand maman, par exemple, et ça, c'est ça qui avait de particulier, c'est que pour moi, c'était pas vraiment du passé, parce que quand il y a 20 ans, j'avais fait quand maman, oui, c'était du passé, parce que ça rappelait notre enfance. Mais là, c'est l'enfance de notre fille, en fin de compte, parce qu'on a une fille de 35 ans, donc, et un fils de 40, donc voilà, on a pu en parler, mais on avait ce sentiment, moi-même quand je l'ai fait, j'avais le sentiment de ne pas faire vraiment un grand bond en arrière, de ne pas faire un voyage dans le passé. Mais un voyage dans le présent et dans le futur, oui ou pas? Ah, j'ai jamais envisagé de faire ça. Un voyage dans le présent, ça m'intéresserait pas beaucoup. J'ai plus envie, dans ce qu'on écrit, de s'évader dans des périodes déjà révolues. C'est l'intérêt qu'on a pour l'histoire. Hélène est historienne de formation, et moi, j'ai toujours été très féru d'histoire, j'aime beaucoup, surtout le Moyen-Âge, en fin de compte. Mais justement, dans cet album sur le Moyen-Âge, comment vous avez fait pour, je dirais, garder que le meilleur de ce qui se passe au Moyen-Âge, qui est une période très difficile, surtout pour les enfants d'ailleurs qui ne vivaient pas très longtemps. Comment vous avez arbitré pour faire finalement de cet album quelque chose de positif et de raconter cette belle jeunesse de l'époque? Voilà. Malgré tout. On est parti quand même du principe que ça s'adressait à des enfants. Donc, aller aborder tout le côté misérable, dur ou brutal du Moyen-Âge qui existait. En fait, on a toujours une vision du Moyen-Âge extrêmement brutale, mais ce n'est pas nécessairement la période la plus brutale de l'histoire. Je pense que le 19e siècle a été beaucoup plus brutal. Le 16e siècle, au niveau des femmes, en fin de compte, était certainement pire que j'ai retrouvé dans ma généalogie, j'ai retrouvé que j'avais une ancêtre qui avait été brûlée comme sorcière, en fin de compte, en 1610 en Alsace. Donc, et c'était une période, je me suis penché sur cette période-là, c'était le Moyen-Âge. Effectivement, c'est une période dure. Mais c'est pas si pire alors. Mais c'était pas forcément la période la plus brutale. On a choisi aussi cette période de la fin du XIIIe siècle parce que c'est une période relativement prospère. Et qui correspond aussi à un espèce de boom aussi de l'éducation. De boom, d'essor. Ouais. Le statut de la femme, évidemment, il n'était pas, c'était pas l'idéal, hein, loin s'en faut, mais il y avait beaucoup dans la bourgeoisie, mais encore maintenant, il y avait beaucoup dans la bourgeoisie de femmes qui pouvaient gérer leur propre affaire, et c'est pour ça qu'on a placé une petite fille et on en a fait une enlumineresse.
Et ça, on y tenait beaucoup. On ne voulait pas tomber dans le cliché du Moyen-Âge avec des châteaux forts, des belles dames en Hénin. En plus, à la fin du XIIIe siècle, il n'y avait pas encore de Hénin. Donc, c'était... On a quand même les chevaliers. Hein. Ah oui, ça, c'était incontournable. Oui, on est d'accord, c'est incontournable. Il a fallu trouver un prétexte pour faire, voilà, qu'elle assiste à un combat de chevalerie, à un tournoi. Elle a été invitée, en fin de compte, par un seigneur. Et elle est allée avec son père. Ça, c'est crédible, ça pouvait se faire. Bon, on a supposé. Mais cette petite fille, Héloïse, elle a existé. Elle s'appelait peut-être pas Héloïse, mais effectivement, il y avait un maître Honoré qui était enlumineur à Paris à cette époque et dont le gendre était également enlumineur. Et donc, ça veut dire que sa fille, la fille de ce maître Honoré, était miniaturiste. C'est tout ce qu'on sait d'elle. Enfin, apparemment, c'est tout ce que j'ai pu savoir. Mais j'ai sauté sur l'occasion pour lui donner un nom et lui donner... Alors j'imagine donc le premier de cette série, c'est Quand maman était petite comme moi, le second quand mamie, enfin le deuxième quand mamie était petite comme moi. Non, on a commencé par Quand mamie. Ah bon d'accord, très voilà, bien. C'était juste pour juste pour que j'ai tort. Après quand maman était petite, quand j'étais petite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis le Moyen-Âge. Est-ce que c'est une façon assez logique de finalement revenir au début de la chronologie, se dire vous allez remonter le temps petit à petit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec d'autres collections chaque année? Pas nécessairement. Non. C'est... On verra. À quand Platon? À quand j'étais petite voilà. avec Platon? Oui, on attend ça. Ou avec les scribes, ou avec les Mésopotamiens. Avec Louis XVI, tout simplement. Oui, déjà. c'est déjà pour Louis XVI, ça peut être très chouette. Même, Ah bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a choisi de faire le Moyen-Âge parce que c'est quand même une période qui intéresse les enfants. À partir du moment où on va parler de périodes qui sont peut-être moins emblématiques, moi ça me passionnerait. Hein. Aussi bien les grandes batailles avec Napoléon. Oui, mais alors là c'est de la bagarre. Il n'y a pas que de la bagarre, heureusement. Oui, heureusement. Mais nous, ce qu'on veut dans cette série, c'est placer une petite fille. Voilà. Parce que là, c'est par exemple une petite fille au cœur de la bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui, parce que les non-combattants subissaient les conséquences de la guerre. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les guerres plus anciennes où ça se faisait, sauf sur place. Les gens qui étaient à côté d'un champ de bataille, il y avait des hordes de pillards des deux côtés. Donc finalement, la vie quotidienne d'enfants, pas forcément dans la tourmente, une vie quotidienne basique, où, voilà, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Mais c'est le plus dur à faire. Mais oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'avait une petite fille de cette époque-là dans la tête? Et oui, bien sûr. Alors comment vous organisez les séances d'écriture? C'est facile d'écrire avec sa propre femme? Ça se passe très bien parce qu'on le fait depuis très longtemps, donc on s'entend très bien, donc on se connaît, on est ensemble depuis 46 ans maintenant, donc... vous venez de l'espoir. C'est beau. Ouais, là, franchement, Gilles Bonotto, j'ai envie de faire une émission sur le couple, soudainement. Je me dis, ça reste de l'éducation, c'est la même chose. Mais alors, donc, ça fait 46 ans, ça se passe toujours aussi bien. Et plus vous écrivez ensemble, et plus vous vous aimez. C'est ça? Oui. C'est sûr. Ça me fascine. On a toujours des idées, mais de temps en temps, je trouve une idée, puis elle a trouvé la même. Enfin, bon, alors... On travaille ensemble, moi j'ai tendance à partir un peu en vrille, je suis bavard, alors donc alors... C'est de l'exotisme, elle est tant plus mieux. pragmatique, elle me dit, elle est historienne en plus, alors elle dit, non mais il faut quand même vérifier si c'était possible. Oui. Je dis, ça doit l'être, Alors, donc on se répond, c'est pour ça que le texte, il est ciselé, quoi, en fin de compte, parce que... Et puis il y a les éditions, quand même, Saltimbanque derrière qui vérifient, j'imagine, peut-être, non? Bien sûr. Là, le texte, il était encore plus compliqué que ça au départ. On a délibérément fait un texte un peu compliqué, parce qu'on part du principe que les enfants ne sont pas des andouilles, et qu'avec un dessin à côté, même si le texte, certains mots, ils ne le comprennent pas, on a un petit lexique, on a été obligé quand même, parce que pour faire parler... utiliser des mots comme un coq vert, des mots du Moyen-Âge, parce que ça donne une saveur, une connotation, c'est plus agréable à lire, quoi, en fin de compte. Mais il fallait expliquer ce que c'était quand même. Oyez, oyez, beau sire et gentes demoiselles, allez, courez-y, courez dans les échoppes,
C'était quoi le terme de l'époque? Les échoppes. Les échoppes achetées quand j'étais petite au Moyen-Âge d'Hélène Lasserre et Gilles Bonotto. Voilà, aux éditions Saltimbanque. Une série donc de 4 albums absolument géniaux. Le dernier, c'est celui-ci. Et voilà, je vous le conseille vivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. On va retrouver tout de suite Loïc, ça tombe bien, il est en plateau. Oui, je suis là. Il est là, Loïc. Et il va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse ce week-end. Il ne faut pas toujours écouter Loïc, mais souvent. C'est le moment de noter toutes les idées sorties de Loïc Landreau pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Je parle de vous comme la troisième personne, comme si vous n'étiez pas là. Hein, c'est magnifique la télévision. Alors vous êtes juste là. Coucou, je suis là. Oui, mais vous aimez ça. Oui, j'adore. C'est un peu long. Les tracteurs arrivent. Hein. Ils arrivent à la fois pour manifester, mais aussi pour aller au Salon de l'Agriculture. Et vous aussi, évidemment. Ben oui, 60e édition du Salon de l'Agriculture, c'est un événement toujours assez incroyable, surtout pour vos enfants, vos petits-enfants. 3850 animaux, 330 races différentes qui seront présentées au public. Les meilleurs produits de nos régions qu'on peut goûter à foison. Il y a du fromage, il y a du vin, il y a des beignets, il y a des légumes, il y a des fruits. C'est incroyable ce rendez-vous-là. On peut même faire des tours de tracteur, figurez-vous. Oui, à Porte de Versailles, on se met sur le tracteur, on met un petit coup de klaxon et puis on y va. Et vous dites ça, c'est pas parce que c'est gratuit, c'est parce que vraiment c'est intéressant de le faire. Ah oui, qu'on comprenne quand même. Bien sûr, moi j'y vais chaque année personnellement, j'y emmène mes enfants et ils adorent. C'est d'une richesse incroyable à chaque fois. Regardez la bande-annonce. Voilà, évidemment, l'entrée est payante, mais les dégustations dont parlait et dont se régale Loïc. On passe dans les travées avec les doigts, hop, 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 hop. C'est surtout une façon de se reconnecter, évidemment, à la nature, à tous nos agriculteurs, à tous ceux qui font la force de la gastronomie française et qu'on remercie, évidemment, de tout cœur. Alors, tout est fait pour que les enfants se divertissent aussi ce week-end en apprenant plus sur la nature. Qu'est-ce que vous allez nous recommander particulièrement, Loïc ? Déjà, quand vous arrivez, vous allez au pavillon 4 pour prendre le kit pour les enfants. Dedans, vous allez trouver des petits goodies, des petits cadeaux, surtout un bracelet d'identification et un plan avec tous les endroits qui sont pensés pour eux. Parmi ceux que je vous recommande, il y a notamment une ferme miniature au pavillon 4 pour expliquer aux enfants le rôle précis de chaque animal dans le fonctionnement justement d'une ferme. Et ils pourront aussi ausculter les animaux et découvrir le travail des chiens de troupeau. Il y a aussi un espace de jeu pédagogique pour les 6-12 ans autour du bien-être animal. Il y a des ateliers culinaires, des animations autour des vergers responsables. Bref, c'est très très riche. C'est gratuit pour les moins de 6 ans. Entre 6 et 12 ans, c'est 9 € et à partir de là, c'est plein tarif, à savoir 16 €. Ça commence demain et c'est jusqu'au 3 mars. Avec Guillaume, il y a un petit rituel, Guillaume Ouattara, c'est TikTok. Avec vous, Loïc Landreau, c'est le Sud. C'est forcément Antibes, Nice et là, c'est Menton. Alors, on part à Dangue pour la fête des citrons à Menton. Avec le carnaval de Nice, c'est une des institutions du mois de février-mars, effectivement, la fête des citrons à Menton, 90e édition, 90e en 2024, toujours la même recette, des chars entièrement composés de citrons ou d'oranges. Il y a des défilés, des expositions, là c'est sur le thème d'Olympie à Menton, évidemment en clin d'œil aux Jeux Olympiques qui arrivent cet été à Paris. Voilà à quoi ça ressemble exactement avec ces quelques images de l'an dernier.
Et il y aura aussi un salon de l'artisanat consacré aux agrumes, bien évidemment. Le festival de l'orchidée aussi. Mais le point d'orgue, c'est quand même évidemment toujours ces défilés de chars tous les jours et certains soirs à la nuit tombée. C'est jusqu'au 3 mars et le programme est disponible sur www.fête-du-citron.com. Ils sont forts ces sudistes quand même. Entre le carnaval de Nice, la fête des citrons. On sait s'amuser, nous, madame. Ah bon, il n'y a quand même pas que le sud dans la vie. Il y a aussi la Bretagne, avec un festival de cinéma pour petits et grands à Rennes. Le festival Travelling jusqu'au 27 février au Théâtre National de Bretagne et dans plusieurs lieux de la ville. Il y a des films animés, des ciné-concerts, des courts-métrages, des documentaires, des conférences et des ateliers, entre autres. C'est Taïwan qui est mis à l'honneur cette année. Regardez la bande-annonce. Il y a beaucoup de séances qui sont prévues pour les enfants à partir de 4 ans. Tout le programme, c'est sur www.clairobscur.info. On reste au cinéma avec un film que vous nous recommandez et qui sort mercredi dans les salles. Madame de Sévigné, tout le monde la connaît puisqu'elle est au programme au lycée avec les lettres de Madame de Sévigné. C'est un film qui est librement inspiré de son histoire fusionnelle et dévastatrice avec entre Madame de Sévigné et sa fille. C'est avec Karine Viard et Anna Girardot. Regardez la bande-annonce. La douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille. Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation. L'argent me manque de plus en plus, je me ruine. Et vous me l'avez caché. Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris. Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre. Grignan va faire mourir ma fille. Françoise, il use d'elle. Il abuse d'elle. Sortez. Alors, est-ce qu'on peut rappeler qui était Madame de Sévigné exactement? C'est une marquise qui vivait à la cour de Louis XIV et qui est devenue ce qu'on appelle une épistolière majeure du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'en fait, son œuvre est uniquement composée de lettres, de correspondances qu'elle a écrites entre 1648 et 1696, d'abord à son cercle privé, à sa famille, puis à sa fille qui l'a laissée et qui est partie vivre en province. Elle lui écrivait quand même 2 à 3 fois par semaine et elle racontait toutes les frasques, les mesquineries, les petites rumeurs, les affaires de la cour. Et elle partageait aussi ses sentiments, ses états d'âme à sa fille sur laquelle elle exerçait, c'est vrai, une sorte d'emprise assez nocive. Elle est même considérée par beaucoup d'observateurs aujourd'hui comme une mère abusive, à ce point-là. Donc ce film raconte un peu tout ça en s'inspirant bien sûr des lettres réelles de Madame de Sévigné. Ça nous plonge bien dans l'ambiance de l'époque. Ça parle aussi beaucoup du consentement, des relations entre les hommes et les femmes à l'époque, où en gros, pour être indépendantes, les femmes avaient 2 choix. Soit elles attendaient la mort de leur mari, au moins c'était clair, ou alors il y avait des petits arrangements financiers qui leur permettaient de vivre séparément. Donc, ça peut être intéressant pour vos ados qui étudient Madame de Sévigné en cours, et notamment pour les renseigner aussi sur la façon dont les relations sociales se tissaient au XVIIe siècle. Voilà, c'est toujours le genre de film quand même qui nous laisse un petit quelque chose sur notre histoire. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Loïc. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier, et cette semaine, son invité est l'humoriste Younes Depardieu. On va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée à l'école. Donc toi, tu disais t'es papa. Quel regard tu portes sur l'école française? Sur l'école française? Aujourd'hui. Aujourd'hui Moi, il y a un point. Je crois, parce que moi, maintenant, j'ai la chance, je voyage un petit peu. Il y a un truc, faut vraiment, on est très nuls. C'est l'anglais, hein. C'est les langues. Ouais, c'est les langues.
Je comprends pas pourquoi tous les pays, ils sont bons, sauf nous. Non, les Espagnols, les Italiens, ils sont un peu comme... Bah, franchement, je suis parti en Espagne, ils arrivent à parler anglais, mais j'ai l'impression qu'on est très nuls en France. Si t'as une baguette magique, qu'est-ce que tu changes? Dans l'éducation nationale? Ouais. Dans l'éducation nationale, qu'est-ce que je pourrais changer? Mon rêve. Ouais. Bah oui, ton rêve, une baguette magique. En tant qu'élève, j'aurais kiffé commencer les cours à 10h. C'est possible. 10h midi et 14h, 16h. Comme ça, moi, les élèves ne sont pas fatigués. Réduire un petit peu la réduire. Ça va, pour un rêve, c'est gentil. Hein. Non, mais c'est bien. Ouais. Là, ils sont plus, tu vois, et un peu plus de sport à l'école. Le foot, peut-être? Non, foot, tout. Mais des sports qu'on kiffe, hein. Pas du curling ou... Tu vois. Pas du badminton? Non, badminton, j'aimais bien, moi. Ah oui. Ah, j'ai kiffé le badminton. Bah alors? Non, badminton, c'est bien. Badminton, foot... Escalade? Escalade, ouais, j'étais nul. Hein. C'est la mode maintenant. Alors, si tu dois te projeter un peu dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, comment je la vois? Je la vois plus de cahiers. Hein. Ça va être qu'avec des ordinateurs, des tablettes. La voie digitale, quoi. Ouais, tout ce qui est digital. Hein. J'ai l'impression qu'on va vers ça. Tu la vois en présentiel, quand même? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, mais à l'école d'il y a 20 ans et de maintenant, c'est plus la même. Hein. Tu te rappelles, quand on était gamin, il y avait tu te rappelles les petits bureaux là, en bois, là? Ouais. C'est fini, ça, je crois. Cartable avec. Bah, au moins, ça les soulage, les élèves. Ouais. Il peut y avoir autant de choses à porter. Et on mettait des trucs en bas du... Il y avait un casier. On mettait nos... Non? Ah, j'avais pas de casier, moi. Si, moi, dans mon école primaire, il y avait un casier. Tu mettais tous les cahiers? Non, pas tous, mais tu mettais quelques petits trucs en bas et tu les laissais. Je crois qu'il y a qu'à Châteauroux, il y avait ça. Hein. T'as grandi où, Malika, toi? À Caen, en Normandie. Ah. On n'avait pas ça chez nous, les Normands. Hérouville. Oui, très bien, oui, Saint-Clair. Donc, du coup, l'école de demain, tu la vois avec beaucoup de tablettes et plus de cahiers. Voilà. C'est la fin de l'émission. C'est passé vite, hein. C'est passé très vite, parce que tu as beaucoup parlé. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Ah bah, merci, hein. C'est gentil. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Les 2/3 des 774 millions d'analphabètes à travers le monde sont des femmes. 34 millions d'adolescentes ne sont pas scolarisées, n'ont donc pas évidemment la possibilité d'acquérir des compétences vitales qui leur permettraient de travailler. Est-ce que les enjeux locaux que vous vivez, vous, au quotidien, on parle ici de politique, de santé, d'environnement, de terrorisme aussi malheureusement, jouent d'une manière ou d'une autre sur l'exécution de ces priorités? Quels sont les obstacles aujourd'hui principaux à cette égalité? Bon, vous l'avez déjà un petit peu dessiné, mais oui, c'est un continent avec des enjeux majeurs et puis avec des crises, des conflits qui viennent entraver en fait les progrès qui sont en cours pour garantir une éducation de qualité sur un pied d'égalité à tous les jeunes et toutes les jeunes filles. Évidemment, la crise Covid a créé beaucoup de défis en fait pour le maintien à l'école des jeunes, notamment des filles puisque ce sont elles qui ont souffert le plus de la crise Covid, puisque après avoir eu une scolarité coupée, beaucoup d'entre elles ne sont pas revenues à l'école, donc il y a eu un fort taux aussi d'abandon scolaire chez les jeunes filles. Il y a aussi toutes les questions d'intersectionnalité, puisqu'en fait, il y a différents types d'inégalités qui se cumulent. Donc, on peut être une fille et avoir des barrières à l'éducation, mais si on cumule également le fait d'avoir un handicap, de vivre en milieu rural, il y a tout un tas en fait, d'autres facteurs à prendre en compte quand on étudie les inégalités d'accès en fait, à l'éducation chez les filles, mais aussi chez les garçons. On va en parler tout de suite si vous voulez, parce que effectivement, ces classes de découverte, c'est 25, c'est ça, je me trompe pas, classes, près de 600 enfants qui chaque année partent gratuitement. Chaque année, gratuitement. Donc je sais que vous mettez un point d'honneur, c'est accompagné d'une petite note, et on a senti que effectivement ça vous prenait au trip et que vous n'étiez pas content que l'État n'aide pas plus concrètement effectivement les communes comme les vôtres. Quelle que soit son origine sociale, on a un moment où on va partager 10 jours en collectivité, à la montagne, au Grand Bornand, dans notre centre de vacances, à la mer,
c'est important de découvrir un autre environnement et d'apprendre la vie collective avec la diversité que les uns et les autres ont. Et donc pour nous... Et on crée des liens différents, notamment avec son professeur Évidemment, avec son professeur, avec les équipes d'animation, dans des environnements différents. Je crois que c'est l'apprentissage du vivre ensemble qui est parfois un peu galvaudé. En tout cas, pour nous, c'est important, d'autant plus qu'à Fontenay, au contraire de ce qu'on peut penser, on a une ville très hétérogène d'un point de vue sociologique. On a des quartiers politiques de la ville, en REP. Et puis on a des quartiers très bourgeois. Je rappelle souvent que j'ai fait la télé il y a quelques années parce que près de 600 familles payaient l'ISF. Donc voilà, on a une diversité sociologique, culturelle auquel on est attaché et pour lequel il faut travailler au nous. Et je crois que l'école, ça doit être ce ciment-là et on y travaille. Si je veux aider mon enfant qui s'apprête à apprendre à lire, d'abord c'est bien, mais si je veux que ça marche, il y a quand même quelques règles à respecter. La première, ça m'a intéressé, vous dites, tiens, tu as la posture, soyez rassurant. C'est la posture intellectuelle. C'est ça, oui, bien sûr. Il faut qu'il soit disponible. En particulier s'il arrive de l'école après une journée de classe, il va falloir le laisser respirer un peu, vous raconter ce qui a pu ne pas marcher pendant la journée, goûter, parce qu'il ne faut pas qu'il ait faim, qu'il ait soif. Voilà. On le rend disponible. On le rend disponible intellectuellement, et puis surtout, on ne dramatise pas. Voilà, je voulais que vous le disiez pour que ça vienne contrebalancer le côté, il faut faire plein d'efforts, etc. C'est pas le bagne non plus. Non. Il faut que ce soit un moment agréable. Non, il faut pas que ça dépasse. Il faut pas que ça dépasse quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Pour les tout petits, en tout cas. Là, on parle vraiment de la. On parle du CPE. On parle du CPE. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Loïc, pour à la fois les infos et votre chronique. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Loïc, alors? C'est en agriculture? Oui, et je vais travailler sur ma chronique de lundi pour vous faire un gros banger. Vous savez ce que c'est un banger? Mais bien sûr. Incroyable. Une chronique de fou malade. Ouais, vous avez une grosse pression quand même, parce que là, le peu de gens qui nous suivent vont vous attendre au tournant quand même. Oui, ils sont des millions chaque lundi pour cette chronique. Bien sûr. Eh bien, merci à ces millions de gens de nous suivre sur le canal 217 de la box Orange, 124 de la box Bouygues et 247 Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV. À la réalisation, c'est Mani Pézèche, au son Louise Merlin, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Bonne soirée à tous. C'est vendredi, hein? Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.